Alors, la première question, parce que je veux à nouveau m'entretenir avec toi à propos du mental. Allons-y, parlons du Alors, mental, parlons de ce menteur ma, qui nous joue ques- tellement de tours bizarres. ma question, elle est un petit peu longue, et je finirai par un petit jeu de mots à la fin. D'accord? Tu es prête? Allez, on y va. On y va. La manipulation mentale est souvent utilisée par des gourous appartenant à des sectes. Mais le système, notamment par les publicités tapageuses, modifie les comportements des gens en vue de consommer et être que des consommateurs. Mais n'est-ce pas, à un certain niveau, de la manipulation mentale, puisqu'on modifie quand même le comportement des gens? Et, mon jeu de mots, en fait, on est des cons, des sots amateurs. Bon, alors, eh ben, ça fait beaucoup de choses. D'abord, il faut savoir que le mot gourou n'a pas en Inde, où ça, c'est un mot issu du sanskrit, le mot gourou n'a pas du tout en Inde le même sens qu'en Occident et en particulier en France. Le mot gourou en Inde, ça signifie simplement enseignant. En Inde, le gourou, c'est celui qui enseigne, qui est perçu comme un mentor, ou comme, en tout cas comme une personne de référence, une personne dont on suit les enseignements et dont on considère que l'enseignement, les propos ont quelque chose à dire et ont un contenu qui vaut la peine qu'on suive. Bon, ça peut être des gens qui font du développement personnel, etc. On appelle gourou toute personne qui enseigne. Moi, par exemple, j'ai eu une enseignante en communication non violente en Inde. On aurait dit qu'elle était un gourou. En France, ça a pris une connotation, c'est vrai, extrêmement péjorative en rapport avec les sectes. C'est vrai que ce qui caractérise la mentalité de sectes, alors, en l'occurrence, ce sont de faux gourous, au sens où on entendrait ce mot en Inde, un maître, un chef de secte, un dirigeant de secte, justement en Inde, ne serait pas considéré comme un gourou, puisqu'il serait considéré comme quelqu'un qui, justement, égare les gens, au lieu de les instruire et de les amener justement à accoucher d'eux-mêmes. Donc effectivement, il y a dans le fonctionnement des sectes et de leurs dirigeants un concept qui est la manipulation mentale. Et la manipulation mentale, elle passe entre autres par le chantage affectif, c'est-à-dire où le truc du genre personne ne t'a jamais aimé comme je t'aime, et tu ne trouves et tout ce que tu connais, ta famille, ton environnement professionnel, etc., est peuplé de gens qui ne t'aiment pas et qui sont les ennemis de ton bonheur. Donc ça, c'est le raisonnement que tient globalement, disons, le dirigeant de secte à un futur adepte, et le tout en profitant souvent de personnes qui sont dans un moment fragile, parce que comme ça nous arrive à tous, on a tous des moments de fragilité. C'est vrai que les chefs de secte utilisent ces moments fragiles, ces moments où on est en manque affectif ou autre, en détresse psychique, pour utiliser justement les ressorts de la manipulation mentale. Alors la publicité là-dedans, bien sûr, elle utilise un peu des ressorts du même genre, et elle utilise notamment la première chose, le premier type de manipulation mentale que fait la publicité, c'est de rentrer dans la tête. Moi, je me souviens, un exemple très simple, je me souviens d'une célèbre marque de riz américaine, n'est-ce pas, dont le slogan était «Il ne colle jamais», et j'avais une sœur qui passait son temps à répéter ça parce qu'elle l'avait dans la tête. Ça lui était rentré dans la tête. Moi, je me souviens par cœur, mais vraiment par cœur, de chansons que j'entendais à la radio qui étaient des chansons de publicité. Par exemple, si Monsieur Machin a toujours raison, c'est qu'il connaît la solution, etc., etc. Bon, il y a aussi les friandises, là,
le bonbon glaçon, etc. Je fais encore la chanson de cette publicité par cœur. Je pourrais tout à fait la chanter. Je vais évidemment pas le faire parce que mon but n'est surtout pas de faire l'apologie Ouais. Donc la première chose, c'est de rentrer dans la tête des gens. Il y en a une, attends une seconde, il y en a une, puisqu'on aime tous les deux Rika Zaraï, qui date des années 70 et que justement Rika elle aurait pu faire. Je sais pas si tu te souviens, bonne comme la campagne, épis d'or, Etc. Ouais. ah, il y avait le côté rythmé. Alors évidemment, il faudrait masquer la marque parce que le but c'est surtout pas, puisqu'on va être diffusé quand même sur Internet, on peut avoir des problèmes avec les marques si jamais Oh oui, mais ça n'existe plus, ce genre de choses. Donc il faut qu'on fasse gaffe. C'est pour ça que je me suis arrangée à citer des extraits de publicité en ne disant pas les marques. Mais il y a des slogans, par exemple. Je me souviens d'un slogan qui passait très très bien, qui disait c'était les raviolis, je ne sais plus quoi, peu importe d'ailleurs. Et ça disait l'important c'est ce qu'il y a dans la boîte. Et le truc, c'est que le but c'est de faire que les gens, sans même justement, et c'est là qu'on rejoint le thème de l'inconscient, c'est que on fait en sorte de rentrer dans la tête des gens sans même au départ qu'ils s'en rendent compte. C'est seulement quand ça leur est bien rentré dans la tête qu'ils se disent eh mince, ça y est, je suis contaminé en quelque sorte par le message de la publicité. Donc ça commence comme ça, et le but effectivement c'est de rendre les gens un peu moutons de panurge. Oui, il y a quand même un pas entre le slogan qui rentre quelque part dans l'inconscient ou le mental et un pas entre acheter aussi le produit en question. Oui, bah oui, mais le but c'est justement de faire acheter le produit parce que systématiquement, les gens quand ils vont voir la marque ou ils vont se souvenir du message publicitaire qui était véhiculé. Et du coup, le but c'est évidemment de provoquer, d'induire un réflexe d'achat. Et donc, effectivement, le comportement, et d'ailleurs, c'est pour ça, moi je considère que les enfants, les enfants, a priori, n'ont pas de mental, ou du moins se servent très peu de leur mental. Les enfants fonctionnent beaucoup justement à l'intuition, mais la publicité s'adresse aux enfants, malheureusement, beaucoup pour leur vendre des sucreries, etc. Pourquoi? Parce que les enfants sont on va dire un facteur d'achat dans la famille. Et du coup, on se sert justement de l'enfant pour entraîner justement, pour manipuler, on va dire, en quelque sorte, l'inconscient de toute la famille à travers le message qui est transmis à l'enfant. Et je sais que les enfants ont une mémoire et un fonctionnement cérébral qui est quand même qui est relativement malléable. Et on se sert comme ça des enfants pour pousser à la consommation. En faisant rentrer comme ça, parce que moi, ce dont je te parle, le bonbon glaçon, etc., c'est des trucs que j'entendais quand j'étais gamine. Moi, j'avais 10 ans quand j'entendais ça. J'ai retenu ces chansons-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui faisaient ça, qui faisaient ces publicités-là à l'époque, c'était d'une certaine façon eux qui avaient raison. C'est-à-dire qu'ils savaient exactement par où rentrer dans la tête des gens. En faisant des petites musiquettes sympas, des slogans faciles à retenir, etc. Si je prends la publicité des pâtes, oui, etc., on va pas dire lesquelles sont, et voilà, on a ça dans la tête depuis toujours. Mais quand je vois les publicités sur les voitures, elles sont tellement nulles que je risque pas. Elles sont complètement idiotes. Alors, la dernière que j'ai entendue sur les voitures, c'est une histoire d'amour. Alors elle veut divorcer et puis lui, il commence du coup à se servir de la voiture comme objet de chantage affectif et elle lui dit bah oui mais c'est ma voiture alors lui je te re-aime etc. Enfin bon il veut plus divorcer et elle raccroche et il fait allô mon amour. Enfin bon c'est vraiment n'importe quoi. Comment on peut se servir des sentiments pour pousser des gens à la consommation. Je trouve que il y en a une autre de publicité aussi liée à la voiture. Et donc, le principe, c'est une femme qui est triste, qui pleure et qui demande à ce qu'on lui prête, que sa copine lui prête sa voiture. Moi, je prêterai jamais une voiture. Et alors, elle
j'interpréterai jamais la voiture, surtout parce que c'est la voiture de la voiture machin, etc. Bon, donc c'est tout ça, c'est des trucs qui sont, alors la voiture devient un enjeu affectif entre des êtres humains. Alors ça c'est effectivement le but, c'est effectivement de manipuler, alors non seulement le mental, mais l'affectivité, les sentiments, etc. On est dans le bas de gamme quelque part au niveau de l'inconscient collectif, non? Oui, oui, c'est ça, bien sûr, ça joue, ça joue sur l'inconscient à la fois individuel et collectif, et on fabrique comme ça un peuple de moutons de panurge, comme tu dis, les cons que nous sommes, etc. Enfin bon. Effectivement, ton jeu de mots est tout à fait bienvenu. Donc il y a la manipulation mentale, c'est vrai que ça existe. Elle est faite souvent par des gens qui sont qui connaissent le fonctionnement justement de la psyché humaine et de l'inconscient humain pour s'en servir en vue. Alors c'est pas tout à fait quand même la même chose que les sectes, parce que le propre d'une secte, c'est aussi de couper les personnes qui entrent de leur famille, de leurs amis, etc., et de présenter le monde comme étant peuplé d'ennemis. Donc ça c'est autre chose. Comme heureusement, enfin, la publicité fonctionne quand même selon un autre concept que les sectes quand même. Mais c'est vrai qu'il y a une part de manipulation de l'inconscient à la fois individuel et collectif, c'est vrai. Mmh. Donc voilà pour ça. Donc on peut peut-être, si tu veux bien, embrayer sur l'inconscient.